Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à cette édition du Forum des entrepreneurs, 12e édition du Forum des entrepreneurs, sur le thème que beaucoup d'entre vous ont déjà découvert, dernière nouvelle du futur. En tout cas, le présent, c'est que vous êtes 2380 aujourd'hui à avoir fréquenté le Forum des entrepreneurs. Soit une jolie augmentation par rapport à l'année dernière, mais on n'est pas là pour faire des records. Alors, les dernières nouvelles du futur, on va tout de suite les découvrir. Vous en avez eu quelques-unes, je crois, ce matin. Et vous allez voir, ce soir, vous n'allez pas être déçus. On va commencer tout de suite avec les deux personnages à qui on doit cette rencontre, et vous allez les applaudir. C'est M. François Pierson, qui est PDG d'AXA et président d'Euromed Management, et M. Jean-Luc Chauvin, qui est président de l'UPE 13. Messieurs, bonjour. Merci, Monsieur Pierson, de nous accueillir ici, j'allais dire chez vous. Vous êtes le PDG d'AXA, je le disais, et, ou en tout cas, presque, mais moi je vous fais tout de suite une promotion, et en tout cas président de l'école Euromed Management. Alors on parle du futur. Ici, c'est un lieu où on apprend à des futurs dirigeants à diriger des entreprises, c'est le cas de le dire. Comment est-ce que justement on prépare l'avenir quand on est président d'une école de management? C'est quoi l'avenir? Merci Thierry de me passer la parole. Bon, je suis obligé de faire une rectification parce que sinon je vais avoir des ennuis. Le président d'AXA, c'est Henri Decasse, c'est pas moi. Bon, voilà. Ce qui est vrai, c'est que je suis président du conseil d'administration de l'école. Et à ce titre-là, je veux vous souhaiter la bienvenue. C'est vrai que ça a l'air d'être un succès considérable, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude. Donc, nous, ça nous fait beaucoup de plaisir que vous soyez sur ce campus, que l'UP 13 ait choisi, comme chaque année d'ailleurs, le campus de Marseille pour venir. Et puis en plus, il y a sans doute dans la salle, je ne vais pas leur demander de lever la main, mais beaucoup d'anciens élèves de l'école. Merci mesdames, merci messieurs d'être là. Alors l'école, c'est aujourd'hui 5800 étudiants. C'est un budget de 50 millions d'euros. On a été content de notre année universitaire 2011-2012 parce qu'on a reçu les triples accréditations d'agences de notation. Vous savez, pas les agences de notation financières, les Standard & Poor's, Moody et Fitch, mais presque, celles qui évaluent les performances des établissements d'enseignement dans le monde. Donc on a su la triple accréditation. On a rejoint le cercle très fermé des 60 business schools dans le monde sur les 6000 qui ont cette triple accréditation. Donc on en est très, très, très content. Alors ça, c'était l'année 2012. La rentrée, c'est lundi, puisqu'on a attendu que... Juste le temps de nettoyer, voilà. Donc faites le moins possible de dégâts. La rentrée, c'est lundi. La rentrée, elle va bien se passer, parce qu'on a le même effectif d'étudiants pour cette année universitaire. 5800 à peu près étudiants, légèrement un peu plus. Vous savez, c'est 50% de plus d'étudiants sur 5 ans au remède. Donc c'est une marche en avant très, très, très rapide. Et en même temps, on a augmenté sur le concours Grande École le niveau d'admission, la barre d'admission, c'est-à-dire qu'on a été plus sélectif. Alors ça, c'est pour. Et pour l'avenir, on a une grande ambition pour cette école. Une grande ambition, c'est-à-dire de jouer dans la cour des très grands, des top 15 des écoles des business schools européennes, où il y a des noms prestigieux, HEC, London Business School, l'Instituto di Empresa de Madrid, enfin bref, dans la cour des très grands. Mais pour ça, il fallait qu'on augmente notre taille, et donc on va fusionner notre école avec celle de Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux? Parce qu'elle nous ressemble, cette école nous ressemble, donc nous avons déjà passé des accords binding, comme on dit, des accords qui nous lient, et nous allons prochainement, d'ailleurs, faire les annonces à la presse d'une façon officielle, tout début octobre, de cette future fusion. Et là, bien sûr, vous allez nous donner en exclusivité, parce qu'on est en famille, le nouveau nom de cette école, naturellement. Ah ben c'est beaucoup plus intéressant. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous le laisser deviner. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, donc, quand vous nous... Un scoop, au moins un. 2300, il n'y a pas de journaliste. Il n'y a personne. Quand vous nous reverrez l'année prochaine, on sera plus grand, plus fort. L'école, ce sera 9000 étudiants, 90 millions d'euros de budget. J'espère qu'on sera toujours aussi accueillant et aussi sympathique. Voilà. Merci à vous toutes. Merci, M. Pierson. On va passer le micro à Jean-Luc.
Juste un instant d'abord pour dire au fond trois choses. Que des bonnes nouvelles. La première, la semaine dernière, on peut faire un comparatif entre écoles de commerce, puisque nous étions un certain nombre d'entre nous à HEC. Et je trouve que la réputation d'HEC n'est pas méritée. La qualité des installations ici est bien supérieure. Les étudiants ont un bien meilleur cadre. Et bientôt un jour, ça ne sera plus qu'une mauvaise histoire. Vous serez premiers. Et le rosé de Provence est bien meilleur que le Bordeaux, c'est ça? Exactement. Deuxième chose, bonne nouvelle, parce que comme on est toujours de plus en plus nombreux, et je vous en remercie, puisque vous allez augmenter, on va pouvoir venir encore plus nombreux l'an prochain. Ça sera compliqué, on va devoir se téléporter entre Bordeaux et Marseille, si j'ai bien suivi, mais on va essayer d'y arriver. Merci. Alors, Jean-Luc, il s'est passé quand même un certain nombre de choses dans le Landerneau. J'ai vu que, bon, d'habitude, on a toujours beaucoup d'hommes politiques qui viennent écouter, peu finalement sur le plateau, mais ils viennent en général discuter. Là, je les ai trouvés très très actifs ce matin. Il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a des thèses que vous défendiez qui ont émergé ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Le Premier ministre a eu l'idée de faire une déclaration saugrenue hier après-midi. Non, pour être sérieux, ce thème de la métropole, on a été les premiers à le porter. Quand je dis on, c'est nous les entrepreneurs, mais c'est aussi les partenaires sociaux. Et je veux les saluer parce que si on a pu essayer de faire bouger les lignes dans ce sujet, c'est parce qu'on était ensemble. Bien sûr, c'est quoi? C'est à travers le collectif en entreprise Ma Ville, avec les syndicats de salariés, Force ouvrière, la CGC, la CFTC, avec tous les syndicats patronaux, la CGPME, l'UPA, l'UNAPL, avec bien sûr FO, avec Force ouvrière, FO, oui, bien sûr, la contraction. Bon, non, voilà. Non, donc, pour ça. Et nous, on a pu faire avancer ce sujet. Mais c'est aussi grâce à vous tous, grâce à tous nos adhérents de toutes ces organisations qu'on a pu faire avancer le débat. Et franchement, c'est un peu audacieux de dire qu'à certaines périodes, on allait faire tracter des patrons avec des syndicats de salariés, avec des salariés syndiqués, dans des ronds-points. On a réussi, tout ça a permis de commencer à bouger les lignes. Pour autant, il ne faut quand même pas... C'est une très bonne nouvelle, c'est de très belles annonces. La reprise du chantier de la L2 avec un délai pour finir en 2016, c'est très bien. Le contournement autoroutier de Fos, tout ça, c'est des projets qu'on défend avec la Chambre de commerce, avec le Club Top 20 depuis des années. Pour autant... Aujourd'hui, on en est à la phase annonce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase action. Donc, autrement dit, j'ai envie de dire, puisqu'on est à Marseille, François Pierson le disait juste avant moi, chiche. Monsieur le Premier ministre, chiche. Les entrepreneurs marseillais, les forces syndicales marseillaises vous disent chiche. Est-ce qu'on fait la métropole pour le 1er janvier 2013? Voilà ce qu'on va demander maintenant à François Ayrault. On va lui demander, non pas à François Hollande, non, à Jean-Marc Ayrault. On va lui demander la métropole. Il peut y avoir des fusions là aussi. Hein. Et je suis ému, j'y croyais pas cette métropole aussi vite. Non, allez quand même. Donc voilà, pour le 1er janvier, premier challenge. Alors je sais qu'on me dit, oui mais tu en demandes toujours plus, c'est trop rapide, c'est pas possible. Si c'est pour la faire dans 3 ans, ça sert à rien. Nous on la veut maintenant. Et deuxième point important que je voudrais lancer à l'attention de nos élus, du territoire et nationaux, c'est que sur ce territoire on a travaillé au sein d'un club top 20 avec les représentants de la Chambre de commerce et de l'UPE 13, pour faire une plateforme de projet. Si on fait une institution nouvelle, si on crée cette métropole, c'est pour faire quelque chose. Donc les projets, ils sont là. Messieurs les représentants du préfet, monsieur le préfet, représentant de l'État qui va être nommé, messieurs les représentants des élus locaux, venez, on a déjà des projets. Si vous voulez, on peut commencer à travailler ensemble, à partager, pour que dès le 2 janvier, quand la métropole sera née, on puisse faire avancer les sujets qui nous préoccupent tous pour le développement de ce territoire. Messieurs, merci. Juste une chose, puisque je profite que vous soyez très nombreux, je voudrais, de façon un petit peu particulière et inhabituelle, parler d'un élément, je suis un peu ému sur le sujet, parler d'un moment particulier. Vous n'avez pas oublié, vu que cet été nous a quitté un grand chef d'entreprise marseillais. Un grand chef d'entreprise marseillais, un grand chef d'entreprise français, voire un grand chef d'entreprise mondial. Il a conduit son entreprise d'une place de leader marseillais, française, à la place numéro 2 mondiale. Et il a été, pour un certain nombre, l'inspiration de ce que peut être un entrepreneur, de ce que doit être un entrepreneur. Je vous propose qu'on fasse une standing ovation en la mémoire de Patrick Ricard.
Merci à tous et bon après-midi. Merci Jean-Luc. Alors, dernière nouvelle du futur. Effectivement, on va se poser la question cet après-midi de savoir ce que nous réservent les 10, 15 prochaines années, peut-être même un peu plus tôt. On va essayer de comprendre à quel scénario, finalement, on doit s'attendre. Est-ce que, oui ou non, en termes géopolitiques, scientifiques, sociaux, les choses sont déjà écrites et est-ce qu'on peut entrevoir un certain nombre de pistes de réalité qui seront ou pas les nouveaux maîtres du monde? Est-ce que ce sera les mêmes? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y en aura de nouveaux? C'est en tout cas les questions auxquelles on va essayer de répondre de façon définitive, naturellement. Et voilà des questions. Alors, je vous propose tout de suite de prendre rendez-vous pour le 7 septembre 1935 ou 2035, où nous vérifierons naturellement l'ensemble de ces vérités, et que j'aurai d'ailleurs bien sûr le plaisir d'animer ce grand débat dans plus de 25 ans. Voilà, boutade mise à part, on va maintenant accueillir nos invités. Vous savez que on a la chance d'avoir des très grandes personnalités qui ont accepté de venir débattre sur ce sujet, et on va accueillir les premiers. Alors vous savez, quand la science rejoint un peu la science-fiction, ils sont jamais très loin. Leurs travaux sont aussi révolutionnaires que controversés. Ils veulent, paraît-il, découvrir la pensée de Dieu. Je vous demande d'accueillir Igor et Grishka Bogdanov. Le prochain intervenant, c'est un citoyen du monde. Il a vécu 5 ans en Chine, où il a été correspondant de Libération. Il a créé un des tout premiers sites, en 2007, un premier site d'information. Il a fait trembler les autorités chinoises. Je vous demande d'accueillir Monsieur Pierre Aski. Notre prochain intervenant a fait partie de cette profession assez critiquée et controversée, puisqu'il fut banquier. Il est aujourd'hui membre du conseil de l'autorité des marchés financiers. Il est aussi producteur à France Culture. Il est professeur à Paris 8. C'est un économiste écouté et parfois redouté, Monsieur Olivier Pastré. Notre prochain intervenant, vous l'entendez sur France Culture, vous le lisez aussi sur le Figaro, il énerve souvent les conservateurs, il agace aussi un peu les sceptiques. Il est adoré par ses étudiants de Sciences Po, où il enseigne l'histoire. C'est Monsieur Alain Gérard Slama. Le prochain vous a déjà averti, si vous l'avez lu, après le baby-boom, nous allons vivre le papy-crack. Le président de la Fédération française d'assurance est aussi un iconoclaste. Quand il annonce la fin de la solidarité entre les générations, il veut faire payer les vieux. Monsieur Bernard Spitz. Elle a fait reculer un Premier ministre et dans des moines, c'était Monsieur Dominique de Villepin. Il a abandonné le CPE et probablement la fin de sa carrière politique. Depuis, elle a oublié sa casquette, mais elle n'en est pas moins toujours restée une militante pour l'avenir des jeunes. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Julie Coudry. Voilà, alors on a notre plateau, si j'ose dire, au complet. Et pour lancer le débat, juste, je vous propose quelques chiffres et données qui vont peut-être nous permettre un peu de lancer le débat. Alors, selon l'INSEE, un organisme, je crois, assez reconnu, et peut contester, en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, et un Français sur 10, plus de 85 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous nous le direz. Là, en revanche, c'est une mauvaise nouvelle. La revue Nature, vous savez que c'est la première publication scientifique au monde, a publié un article signé par un collectif d'éminents biologistes pour nous dire que, dans le courant de ce siècle, l'extinction de plus de 50% des espèces vivant sur la planète est programmée, et en particulier, notamment, les invertébrés. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais faites quand même attention. Bonne nouvelle, a priori celle-là, la communauté scientifique s'accorde pour dire que, là encore, d'ici 25 ou 30 ans, il y a une accélération exponentielle des découvertes technologiques, des avancées technologiques qui fera faire un saut qualitatif considérable à l'humanité, et notamment grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le principe de singularité. Je pense qu'Igor et Grishka nous en parleront. Plus inquiétant peut-être, la petite phrase de Mitt Romney lors de ses dernières interventions publiques qui a déclaré
que la Russie était l'ennemi politique numéro 1 des États-Unis. Là encore une fois, ça fait froid dans le dos. Ce à quoi, alors je ne sais pas si c'était une forme de réponse, mais Vladimir Zhirinovsky, qui est le patron du parti libéral russe, a dit, lui, annoncer l'imminence probable d'un grand conflit mondial. Et il dit que lorsque la Syrie de Bachar el-Assad va tomber, Israël attaquera l'Iran et ça va déclencher une série de mouvements et de conflits régionaux probablement similaire à ce qu'on a vécu en 1914 et qui déclencherait un conflit mondial. Voilà le programme. Donc, bonne, mauvaise nouvelle, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va commencer tout de suite d'ailleurs avec Alain Gérard Slama, parce que sur ce dernier sujet, Monsieur Slama, vous nous avez un petit peu, j'allais dire non pas agacé, mais interpellé au courant de cet été, parce que je crois que vous avez, à travers quelques éditoriaux avec votre ami Max Gallo, effectivement, démontré, ou en tout cas voulu démontrer avec un certain nombre d'autres intellectuels, qu'il y avait effectivement, on était dans une période où il y avait une réelle montée des périls. Alors je vous pose la question directement, est-ce qu'il faut se préparer à des temps obscurs et à des grands périls ? Bon, ben bien sûr que non, je ne le crois pas, je ne sais pas plutôt. Vous savez, la première chose que je dirais, c'est que votre thème est le dernier qu'on puisse traiter aujourd'hui parce que nous vivons sous la tyrannie du présent et du temps réel. Le jour d'ailleurs où j'ai entendu Ségolène Royal dire « Faites monter vers moi les informations en temps réel afin que je puisse prendre une décision », j'ai compris que c'était foutu. Car en temps réel, on a tout et le contraire de tout. Et donc ça rend les choses extrêmement difficiles. Et Max Gallo, en effet, l'ami Max Gallo avait fait un papier très intéressant dans le Figaro où il disait qu'il y avait une intrication des problèmes et une superposition des difficultés qui rendait la situation comparable peut-être à ce qui avait été la situation en Europe avant 1914. Les guerres en chaîne qui ont été analysées par Raymond Aron, c'est-à-dire au fond une situation telle que, effectivement, d'un conflit localisé s'enchaînent en raison des traités et comme des traînées de poudre, des réactions qui, elles, ne sont plus maîtrisables et qui peuvent conduire au pire. Et ma réponse n'était pas, justement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Gallo, je disais simplement, il ne faut pas l'exclure, on ne peut pas exclure une situation de cette dangerosité-là. Je serais de ceux qui considéreraient en effet qu'une attaque sur l'Iran, quelles qu'en soient les légitimations si on veut, enfin la question n'est pas à ce niveau-là, serait une folie et pourrait entraîner en effet des séquelles qu'on ne pourrait pas maîtriser. Mais bon, mais d'un autre côté, nous revenons aussi à la logique de la dissuasion. Qu'est-ce qu'a été la dissuasion nucléaire ? Cette logique n'a pas totalement disparu. Quand le général de Gaulle avait lancé cette idée du sanctuaire, on disait c'est absurde, c'est idiot, l'arme atomique, etc. Bon, les États-Unis de Bush ont essayé d'utiliser ça en pratiquant une dissuasion, par exemple, contre l'Afghanistan ou contre tous les pays qui étaient hôtes du terrorisme. On a vu que ça n'a pas bien fonctionné, ça. Hein. La dissuasion fonctionne de plus en plus mal. Le terrorisme est en train, en effet, de casser une composante de cette règle du jeu. Mais d'un autre côté, il y a les peuples. Il y a les peuples. On voit très bien que le peuple iranien n'est pas décidé à partir en guerre. On voit très très bien que, d'ailleurs, Khamenei, qui n'est pas un fou, a dit « mais nous nous engageons à... » Il ne respectera pas l'engagement, bien sûr, de ne pas mettre en place l'arme atomique. Mais enfin, Khamenei a quand même éprouvé le besoin d'apaiser l'opinion mondiale. Par ailleurs, sur le plan européen, nous avons des enquêtes intéressantes. C'est-à-dire, vous comme moi, nous ne savons pas ce qui peut sortir d'une situation conflictuelle, où que ce soit. Nous ne le savons pas. Mais nous savons une chose, c'est que ça peut arriver. Sachant que ça peut arriver, nous sommes quand même préparés à nous situer dans une optique qui n'est pas de fatalisme, mais au contraire de disponibilité à un gouvernement qui nous dirait voilà, il y a tel ou tel risque, nous ne devons pas baisser notre garde, et tant qu'on ne baisse pas sa garde, en général, si vis pacem parabellum, c'est le premier paradoxe de la stratégie. On peut peut-être éviter. Est-ce que vous ne faites pas de nuance entre les opinions des différentes... Est-ce que l'opinion publique en Europe est sur la même longueur d'onde que l'opinion publique, par exemple, au Moyen-Orient ? On a trop tendance à dire l'opinion publique européenne, elle est pacifiste par rapport à des peuples qui, crient en effet à la violence et à la guerre. Mais en même temps, cette opinion, ce n'est pas vrai, c'est pas des moutons bêlants. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le sondage. Et les sondages successifs auxquels, au sein du comité économique, du Conseil économique de la Défense, j'ai pu suivre un peu leur évolution et j'étais très frappé. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bon, imaginons
attendant que le pouvoir vous dise, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, est-ce que vous direz que vous accepterez qu'une plus grande part du budget soit consacrée à la défense? Est-ce que vous accepterez l'idée, éventuellement même, qu'une défense européenne puisse être mise en place entre les pays qui le veulent et qui le peuvent, évidemment? Bon, oui. Autrement dit, il n'y a quand même pas plus d'ailleurs. Avant 14, on disait les Français veulent partir à la guerre. Il y a un certain nombre d'historiens qui ont fait des thèses pour démontrer que ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas bellicistes, mais ils n'étaient pas pacifistes non plus. Donc il faut faire très attention à ça. On accorde toujours trop d'importance dans les populations aux voix extrêmes, celles qui sont font le plus entendre. On entend davantage les pacifistes, évidemment. On entend davantage les antimilitaristes. Ce sont ceux qui crient. Les médias s'en emparent. Et ce qui est marginal, ils le mettent au centre. Mais ce n'est pas à ça qu'il faut faire attention. C'est à l'état d'esprit général de populations qui, à mon sens, ne sont pas disponibles à l'idée du pire sur le point que vous évoquez là. Hein. J'en ai bien d'autres à évoquer, mais ça me permet d'insister sur ce point du temps réel, qui est vraiment une des grandes transformations auxquelles nous assistons et dont l'Internet n'est que un des éléments. Mais, vous savez, je voudrais volontiers l'exemple du régime alimentaire. Quand vous faites un régime, on vous déconseille de vous peser toutes les 10 minutes. Sans quoi, si vous perdez du poids, vous allez en conclure évidemment qu'il faut recommencer, que c'est gagné, que vous pouvez recommencer à manger. C'était très bon d'ailleurs la table, je en félicite l'accueil. Et puis d'un autre côté, si vous apercevez que c'est l'inverse, vous dites, bon, ça sert à rien, j'abandonne. Il n'y a rien de pire si vous faites un régime alimentaire. Donc ça veut dire que si on vous entend bien... Autrement dit, si vous voulez prendre une décision, il ne faut pas être en permanence en quête des moindres vibrations de la courbe. Il faut essayer de voir un peu au-delà. C'est pour ça que les frères Bogdanov sont là. Pourquoi croyez-vous que je vous ai invités? Il faut surtout pas se fier à ces espèces d'oscillations. L'information est un oscillographe terrifiant et évidemment, comme on réagit émotivement, un jour on bascule dans un sens, le lendemain on se dit c'est la guerre, le troisième jour, oh ben non, ça y est, nous avons un siècle de paix devant nous. D'ailleurs, il y a un colloque organisé à Marseille qui vient de nous rassurer sur ce point, et ainsi de suite. Donc, gare, il ne faut pas être téméraire sur ces choses-là, il faut prendre garde.